Vous êtes bien sur Musen TV. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Alain Deneau pour son livre La médiocratie, publié aux éditions Luxe. Bonjour Alain Deneau. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie, diplômé de l'université Paris 8. Vous avez été directeur de programme au Collège international de philosophie à Paris de 2016 à 2022 et vous enseignez actuellement la philosophie à l'université de Moncton à Shippagan au Canada. La médiocratie, c'est c'est pas la même chose. C'est le sujet de votre livre et de notre entretien, un sujet que vous abordez frontalement dès l'entrée en matière de votre livre, puisque vous écrivez, je cite, « Les médiocres ont pris le pouvoir ». Et quelques lignes plus loin, « La médiocratie ne souffre ni les incapables, ni les incompétents ». Ce sera donc ma première question à Alain Deneau. Pouvez-vous nous définir ce que vous entendez par médiocratie ? Mais d'abord, j'insisterai pour dire que ce livre que j'ai fait a connu un écho retentissant qui m'a un peu surpris et même inquiété, au sens où sa prémisse, à savoir que notre régime procède selon des formes de standardisation étouffantes et suffocantes, a généré, je dirais, une forme de reconnaissance publique. C'est-à-dire qu'au-delà des caractéristiques intrinsèques du livre, on y a reconnu, je pense, une sorte de révélateur qui avait une qualité, je dirais, cathartique. Puisqu'au fond, le livre avance des choses finalement assez simples, quoi, à savoir que notre régime préconise un comportement moyen. Bon, mais je vais revenir sur cet enjeu de la moyenne, parce que c'est pas une moyenne banale ou évidente. En français, comme dans les langues latines, la médiocrité renvoie à ce qui est moyen. On a souvent tendance à la confondre à ce qui est mauvais, inintéressant, inepte, stupide ou insuffisant, alors que au contraire, la médiocrité est au fond ce qui correspond à des standards établis. Donc, c'est l'infériorité qui désigne ce qui est inférieur en français. La supériorité, le terme supériorité désigne ce qui est supérieur à une moyenne ou à un moyen, un stade moyen qui n'a pas pour terme correspondant du point de vue des substantifs la moyenneté, ça n'existe pas, mais la médiocrité. Donc, la médiocrité, c'est ce qui est moyen. Bon, il n'y a pas de problème à être médiocre. Je veux dire, on est tous médiocres en quelque chose, quoi. Il y a peu de domaines où on se distingue vraiment. On fait l'omelette moyenne, on est un cycliste moyen. Je veux dire, bon, on s'habille avec une sorte de considération pour l'esthétique vestimentaire d'une manière moyenne. C'est fort bien. Le problème n'est pas que nous soyons médiocres ici ou là. Le problème survient lorsque dans une société, un régime idéologique, la moyenne est prescrite. Et lorsque cette moyenne-là est élaborée d'une manière idéologique, c'est-à-dire qu'on érige un certain comportement, un certain dosage, un certain rythme, un certain bagage notionnel, un certain corpus comme étant impérativement ce qui vaut au titre de la moyenne et qu'on s'affaire d'exclure tout le reste. Et c'est là où, tendanciellement, les métiers disparaissent au profit des fonctions, où la contrainte est déguisée en liberté, où on entre comme ça dans une sorte de soumission à des règles qui sont à la fois exigeantes et contraignantes, quoi. C'est-à-dire qu'être médiocre dans notre régime, surtout dans un monde, disons, professionnel ou même comme citoyenne, est une chose exigeante, au fond, où il faut atteindre un certain standard, il faut savoir faire fonctionner les machines, il faut savoir parler d'un certain nombre de thèmes appartenant à la vie sociale, il faut savoir manipuler un téléphone, il faut savoir remplir le questionnaire, il faut connaître une sorte de langage qui est celui du pouvoir, qui est celui des organisations, qui est celui des institutions à l'œuvre. Il faut savoir aussi faire preuve d'un certain nombre de dispositions morales et psychologiques, savoir comment saluer qui, quand, de quelle manière. Et il faut surtout, cela dit, ne rien savoir en outre.
ne rien proposer en outre, faire preuve d'un point de vue éthique et d'un point de vue, je dirais, intellectuel et esthétique, ne faire preuve d'aucune audace, ne faire preuve d'aucune initiative, n'avoir aucune bonne idée, n'avoir aucune velléité, en s'en tenir à cela. J'aime bien le documentaire de Jean-Robert Vialet sur l'entreprise Carglass, où on voit des pauvres employés dans un centre d'appel se faire dire continuellement qu'ils doivent être au taquet, innover, être investis dans le travail, en même temps qu'on leur reproche de pas suivre un script. Il y a un script, t'as pas suivi le script, mais il faut que tu sois quand même engagé, il faut que tu sois autonome, il faut que tu sois bon. Et on est dans cette espèce de... Alors en philosophie, on aurait appelé ça un double bind, une sorte de double contrainte, qui au fond enferme dans une contradiction des gens soumis à un pouvoir au point de les rendre schizophrènes. Donc la médiocrité renvoie à ce qui est moyen, mais la médiocratie renvoie au fond à des pouvoirs qui s'intéressent à la moyenne en tant que standard impératif. Oui, le terme de médiocratie dont on aurait pu penser qu'il était un néologisme, en réalité, vous citez un passage, je crois que c'est une correspondance ou un texte de Flaubert, qui lui-même citait un autre poète, je crois, qui utilisait déjà donc au XIXe siècle cette notion de médiocratie, avec le substantif kratos ou qui désigne le régime. Concernant le terme de médiocrité, ce qui est intéressant, c'est qu'il est ambigu ce terme, parce que vous avez rappelé le sens premier. C'est vrai que c'est le sens premier, et ça, on l'avait oublié, ce sens. C'est-à-dire quelque chose qui est conforme à la moyenne, ou qui se situe dans la moyenne des choses. Mais il y a un sens second qui c'est dans l'usage, c'est quand même relativement imposé, qui signifie le contraire, qui signifie qui est en dessous de la moyenne, qui marque une insuffisance. Quand vous êtes médiocre, c'est-à-dire vous avez une certaine forme d'insuffisance par rapport à ce que serait la moyenne, justement. Donc il y a une ambiguïté déjà dans le terme même pas de médiocratie, mais de médiocrité. Voilà. C'est intéressant de le soulever, si vous me permettez de prendre la balle au bon, parce qu'en effet, l'époque exige de nous que nous soyons davantage que moyens. Exige de nous que nous ne nous satisfions pas des standards. Exige de nous que nous soyons capables de plus, puisque nous sommes dans une ère où les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont inouïs. Il y a le réchauffement climatique, il y a la perte de biodiversité, il y a la perte en énergie, il y a la perte en minerais, c'est-à-dire la raréfaction des richesses, il y a l'intelligence artificielle qui vient s'interposer dans le fonctionnement même de notre pensée, il y a la perte de sens des institutions politiques. Nous sommes face à dire le mot défi est faible, à des enjeux tellement grands que nous ne pourrons pas nous satisfaire d'être moyens. Donc, être moyen, c'est déjà, être en deçà des enjeux de l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'être moyen est exigeant. C'est ça le paradoxe, c'est que si vous voulez être comptable dans une entreprise, si vous voulez être éclairagiste sur un plateau de télévision d'une grande entreprise, si vous voulez être commercial, vous ne pouvez pas vous permettre des initiatives grandes sur le plan de l'esthétique, de la pensée ou de la morale, en refusant d'utiliser tel argument de vente, par exemple, auprès de gens qui seraient nécessairement trompés par eux, ou en ayant un point de vue esthétique tout à fait singulier sur une personne ou une forme, ou encore avoir un concept qui vous semble plus adapté à une situation plutôt que d'être dans la fausse conscience. Mais vous devez néanmoins atteindre une sorte de régime qui demande beaucoup de vous, parce qu'il est très difficile de fonctionner dans l'ordre idéologique contemporain. Et on nous met sous pression pour ce faire. On est dans la quadrature du cercle, on est dans des contradictions morales,
on nous demande de sourire alors que toute la situation dans laquelle on nous met de nous enrage plutôt. On nous force à vendre des produits selon des cibles qui sont presque inatteignables. On nous place dans des situations, et aussi en plus on nous met sous pression dans le sens où très souvent dans les grandes entreprises, on sait que des contremaîtres d'un nouveau genre, sur le mode de la vie de bureau, risque à tout moment de nous faire craquer parce qu'il faut relever 5% des effectifs simplement pour s'assurer qu'on mette sous pression tout le monde. Donc on rend fou les gens. On se souvient de la vague de suicide à France Télécom, quoi. C'est pas un cas si isolé qu'on peut le penser. En tout cas, il est emblématique d'un malaise qui est répandu dans le monde du travail. Donc le standard est très exigeant, en même temps qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux historiques. Bon. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à l'histoire de ce mot, c'est de voir comment il a évolué, parce que lorsqu'on lit La Bruyère, lorsqu'on lit Nietzsche, lorsqu'on lit Flaubert, justement, lorsqu'on lit Baudelaire, la médiocrité, en fait, est vue au 19e siècle comme le fait de gens qui... dans un rapport de classe, n'ont pas les moyens de la grande bourgeoisie, n'ont pas encore les moyens de l'éducation, de la science, de la culture, des arts. Et en tous les cas, le fait de gens qui concurrencent une élite qui tient à ses avantages, pour ne pas dire à ses privilèges, au sens où elle peut, d'où elle est, émanant de grandes écoles, de grandes familles, se transmettant le pouvoir de génération en génération, prétendre aux affaires militaires, aux affaires politiques, aux affaires esthétiques, aux affaires... en maintenant, sous son autorité, pour les classes moyennes et le prolétariat. Et la médiocratie à l'époque, parce que c'est à cette époque-là que le terme est apparu, c'était en fond la menace des classes moyennes, pourfendu chez Flaubert dans Bouvard et Pécuchet, par exemple, qui sont deux personnages un peu ridicules qui cessaient à tout sans avoir, au fond, les moyens de leurs ambitions. Donc la médiocratie, au fond, était vue comme quelque chose de péjoratif. Aujourd'hui, évidemment, je la rends toujours péjorative, mais quant à un autre phénomène qui est celui qui consiste aujourd'hui pour les puissants, qui ne constituent plus une élite à mon sens, à rendre conforme le tout de la société à un standard plutôt qu'à tourner en dérision ce standard en tant qu'il est inférieur à ce qu'on serait capable soit d'accomplir comme élite. Alors la division et l'industrialisation du travail, écrivez-vous, ont largement contribué à l'avènement du pouvoir médiocre. Le métier est devenu un emploi, vous le disiez tout à l'heure, et lui-même passe unanimement pour moyen. Alors j'ai envie de vous dire, Alain Deneau, que ce n'est pas nouveau, que Marx l'écrivait déjà, Charlie Chaplin le jouait à l'écran dans son célèbre film Les temps modernes, et que dans ce descriptif du conformisme que vous décriviez, et de l'anticonformisme qui tenterait de résister justement à cette pression des standards de la société, finalement on a l'impression qu'il n'y a rien de fondamentalement nouveau. Donc finalement, qu'est-ce qui a vraiment changé ces 20 ou 30 dernières années? Je vais peut-être prendre un curseur chronologique un peu plus précis. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans ce modèle et dans cette trajectoire que vous décrivez? Je dirais qu'il n'est pas seulement réservé au prolétariat. C'est-à-dire que dans Charlie Chaplin, ce qu'on voit, c'est le pauvre ouvrier effectivement soumis au taylorisme, c'est-à-dire au management scientifique, à savoir qu'en divisant le travail en menus tâches démultipliées par une armée d'ouvriers, on obtient un résultat moins coûteux pour le capital parce que la force de travail requise pour arriver à un assemblage souhaité est moins coûteuse que si on continue d'entretenir un rapport artisanal au travail où une même personne accomplirait au fond l'ensemble d'une séquence de tâches, quoi. Bon, donc là on a compris qu'il était économique d'un point de vue comptable pour le capital de procéder ainsi. Ce qu'on voit, c'est ce modus operandi s'étendre, déjà à la vie de bureau, à la représentation commerciale, à la recherche scientifique, à la politique, aux arts, et de voir qu'aucun domaine n'est épargné. Et il faut voir que mon travail sur la médiocratie, qui était plus une sorte de
pamphlets comme ça, évidemment avec des assises théoriques, un sens historique, ainsi de suite, mais s'accompagne de considérations politiques et idéologiques sur un même problème. C'est comme si j'essaie de cerner le problème du temps à partir de la politique, de la théorie et des modes. Hein. Et la politique, c'est l'extrême centre. La théorie, c'est la gouvernance, et le mode, c'est la médiocratie. Et ce qu'il faut voir en la médiocratie, c'est le mode par lequel des pouvoirs d'extrême centre, assis sur l'idéologie de la gouvernance, arrivent à établir leur pouvoir sur des gens. Qu'est-ce que c'est? C'est en les persuadant, en tentant de les persuader, ça ne fonctionne pas, heureusement tout à fait, en tentant de les persuader que ce qui est en jeu dans le domaine du travail, dans le domaine de la consommation, dans le domaine du loisir, dans le domaine de la politique, hein, est une forme standard d'exécution, d'opération, qui a presque une valeur naturelle, hein, et qu'on ne saurait penser au-delà. Et de faire valoir cette moyenne-là, qui est tout à fait fabriquée et construite idéologiquement, qui ne correspond à rien de scientifique, hein, comme étant valable à ce titre. La moyenne, si c'est un sociologue qui l'a réfléchi, ou la médiane, qui est plus intéressante encore, hein, consiste en une analyse qui nous amènerait à concevoir quelle est la connaissance moyenne que un peuple a de son histoire. Bon, quelle est son habileté moyenne pour réparer un vélo. On pourrait établir comme ça des standards si on le voulait. Mais la médiocratie consiste non pas à penser une moyenne et à opérer en fonction d'elle, qu'à en imposer une. En disant, voilà, la moyenne, on dicte que c'est cela et on a suffisamment d'organes, de leviers, hein, pour faire valoir cette représentation-là comme un fait social, qu'on va finir en fait par construire de fait, quoi, par la force des choses, quoi, par le rapport de force. Et cela y ramène jusqu'à la formation professionnelle, quoi. Et ça empiète aussi sur des domaines qui ne sont pas simplement le travail, parce que les temps modernes de Charlie Chaplin, effectivement, illustrent le taylorisme, la forme du travail manuel. Mais là, on rentre dans la vie psychique, là, il faut apprendre à sourire. Il faut apprendre à être heureux, il faut apprendre à être content de son travail, il faut être content de recevoir des ordres, et il faut même autonomiser le rapport au sens où désormais on n'est plus employé, on est partenaire, on est content de se faire exploiter en estimant qu'on est libre de le faire, qu'on l'a décidé. Et donc là, on rentre dans des jeux où au fond la volonté est formatée en fonction des intérêts du régime, au point où, du point de vue de la vie psychique et de la délibération, on finit par intégrer en soi les modalités standards du régime pour fonctionner avec l'illusion de le faire librement. Et si vous voulez une expression qu'on entend beaucoup ces temps-ci dans un pays comme la France pour résumer tout ça, ça s'appelle le macronisme. Je pense que ça aurait pu être le sous-titre de votre livre, hein. Voilà, sans faire de mauvais jeu de mots. Alors, vous avez parlé de l'extrême centre, on y reviendra. Vous faites un parallèle intéressant dans votre livre entre une analyse de Laurence Peter et Raymond Hull, qui explique, je cite, que les processus systémiques encouragent l'ascension au poste de pouvoir des acteurs moyennement compétents, écartant à leur marge les super compétents, tout comme les parfaits incompétents. Vous écrivez aussi un peu plus loin que vous parlez d'Alexandre Zinoviev, donc le logicien, qui décrivait pour sa part les aspects généraux du régime soviétique, avec des expressions qui justement le font ressembler, qui font ressembler cette description du régime soviétique aux démocraties libérales, puisqu'il dit « c'est le plus médiocre qui s'en tire et c'est la médiocrité qui paye ». Vous ajoutez enfin que la médiocrité amène ainsi chacun à subordonner toute délibération à des modèles arbitraires que des autorités promeuvent. Donc vous en avez parlé précédemment. Alors, en dehors du modèle du taylorisme, de l'organisation sociale, de la division du travail que vous avez abordé, est-ce qu'il existe d'autres modèles, hein, justement, qui sont imposés par les autorités, et surtout, quelle est leur fonction? Quelle est la fonction? Est-ce qu'on peut
préciser ce point-là. Ce qui m'a intéressé dans cette recherche, qui se veut encore une fois un essai, un pamphlet, et non pas une grande théorie. Par ailleurs, j'ai travaillé dans des chantiers de recherche beaucoup plus exigeants qui supposent des années de travail où on produit de la connaissance. Là, il s'agissait plus d'un coup de gueule à ma propre consternation, a eu un succès qui témoigne d'un malaise social, quoi. C'est vraiment là-dessus que j'ai insisté. C'était en fait de revenir sur un lieu comme, c'est vrai qu'en philosophie, on fait souvent ça, on fait prendre à rebours un adage ou une représentation sociale qui nous semble fausse, qu'on appelle la doxa, l'opinion. C'est l'idée que nous serions libres et créatifs. C'est cette idée qui est promue par les instances libérales, voulant que nous soyons des sujets capables de jugement, d'autonomie, redevables d'elles-mêmes, ainsi de suite. Alors qu'au fond, nous sommes standardisés à mort, quoi. Puis que cette standardisation, finalement, se dire individu, aujourd'hui, est un conformisme, paradoxalement. C'est-à-dire que c'est la société qui nous convainc que nous sommes des individus, et nous sommes des individus conformément à la façon qu'a la société, une certaine société, de nous représenter comme tels. Bon. Alors, c'est pas un choix. Vous voulez dire que c'est pas un choix. Vous voulez dire que c'est pas un choix. Aujourd'hui, c'est une forme d'aliénation. C'est une forme d'aliénation et on n'est jamais autant aliéné que lorsqu'on se croit libre en se conformant à des processus, un mot très précis dans le vocabulaire de la gouvernance, un processus médiocre. On est pris dans des processus, comme ça, dans des standards, dans des barèmes, dans des protocoles, et continuellement on est confronté à des phrases comme ça, des injonctions paradoxales, voulant par exemple qu'on ait le choix mais qu'on n'ait pas le choix. Vous avez le choix mais vous n'avez pas le choix. Vous avez le choix mais si vous optez pas pour la seule chose qu'on vous propose, vous êtes hors jeu, quoi. Et vous avez le choix vous pouvez être hors jeu, quoi, si vous voulez. Bon, mais on voit qu'il y a pas de sur le droit du travail, sur les technologies, sur les politiques publiques concernant les énergies, on a très peu d'emprise, quoi. Donc on se fait offrir un monde et on a le choix de participer ou d'être mis sur la touche. Et c'est la force même de l'idéologie. Le mot idéologie et la médiocratie y participe tout à fait. Le mot idéologie est puissant parce qu'il ne renvoie pas strictement de la propagande, à du mensonge, à des écrans de fumée, à de la poudre aux yeux. L'idéologie est beaucoup plus puissante que cela. L'idéologie, qu'est-ce que c'est? C'est le discours du pouvoir. Et c'est ce que le pouvoir souhaite que l'on croie, pour que nous marchions au pas et que nous marchions dans la direction qui nous indique. Bon, non, c'est pas pour rien que c'est le pouvoir dont je parlais tout à l'heure, c'est d'abord appelé en marche, c'est de nous mettre en marche dans la direction qui nous est subtilement indiquée. Mais qu'est-ce que fait l'idéologie? C'est que d'une part, elle nous informe de ce qu'elle attend de nous, et elle nous donne un trousseau de clés pour que nous puissions nous performer dans ce cadre-là. Voilà les règles du jeu, voilà le cadre, voilà où vous êtes. Sachez vous situer dans cette organisation-là qui est verticale, qui est inégale, repérez votre coordonnée et disposez d'un trousseau de clés ou d'un jeu de cartes qui est celui qu'on vous inculque, et essayer de tirer profit de la situation en étant au service des plus puissants que vous, quoi. Bon, et en apprenant le langage, la forme, ainsi de suite. Donc, ce n'est plus un rapport d'obéissance comme on a pu jadis l'observer, ce qui était peut-être même préférable, parce qu'il était peut-être préférable être soumis au fond au joug d'une instance plus puissante que soi qui souhaitait au fond tirer de soi une force de travail, un bénéfice, que d'être dans la perversité d'un monde qui nous persuade de notre liberté tandis qu'on continue d'obéir à des injonctions qui ne disent pas leur nom, qui ne se présentent pas comme telles, qui ont la subtilité comme ça du message crypté et implicite. Et c'est exactement ce qui se produit dans le contexte de cette enseignante donnée en exemple par Lawrence Peter dans son fameux livre sur l'incompétence. On se rappelle de cette théorie d'un Canadien ayant écrit au milieu du 20e siècle, disant que nos organisations étaient incompétentes parce que il y a une forte pression pour que
les acteurs et actrices sociaux dans une organisation cherchent des promotions, et donc on gravit les échelons et on plafonne le jour où on se découvre incompétent à un seuil qui correspond pas à ce qu'on sait faire. On peut être un très bon professeur d'université, si on est promu au rang de directeur de département, peut-être qu'on peut être parfaitement incompétent. Bon, ainsi de suite. Donc puisqu'on plafonne là où on est incompétent, on a généralement dans les organisations des compétents, puisqu'ils ont plafonné là où ils étaient plus efficaces. Bon, ça s'est observé souvent. Donc là, on a à l'école, dans une école, une professeure qui est un peu forte en gueule, qui emmène large, qui dérange les collègues parce que forcément, elle empêche de tourner en rond. Et pour la caser un petit peu, puis pour l'asseoir, puis s'en débarrasser, on la tient très occupée en lui confiant la classe des élèves en difficulté, les cancres. Bon. Voilà, va t'occuper des cancres. Là, il y a un programme qui t'attend, c'est un programme spécifique parce qu'on le sait, ce sont des incapables. Beaucoup de mécanique, beaucoup de sport, très peu de français, très peu de mathématiques. Vraiment la base. Puis pour le reste, distrayez-les, puis on va vous tenir occupé comme ça. Et qu'est-ce que fait cette institutrice dégourdie? Évidemment, elle prend ce programme pédagogique adapté, elle le met à la corbeille et elle les regarde dans le blanc des yeux, puis elle voit ce qu'elle peut faire avec eux. Ça rappelle beaucoup la pensée de Jacques Rancière sur le maître ignorant, quoi. C'est à savoir que toute personne est douée d'intelligence, l'intelligence est donnée en partage. Elle n'est pas spécifiquement la même chez les uns et les autres, mais il s'agit de voir comment les gens peuvent s'apprendre à eux-mêmes des choses, quoi. Comment ils peuvent apprendre sur un mode actif. Et à la fin de l'année scolaire de cette institution-là, les étudiants de la classe en difficulté obtiennent les meilleurs résultats de l'école. Bon, alors, résultat des courses, la personne est congédiée. La personne se fait congédier. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas respecté le programme. Et au fond, si elle est congédiée, c'est pas parce qu'on lui reproche ce qu'elle a fait, c'est qu'on lui reproche de créer un nouveau standard. On lui reproche, au fond, de mettre en difficulté la personne qui va un jour la relever et qui sera pas capable nécessairement de cette autonomie intellectuelle-là. Et c'est là où s'observe la médiocratie. La médiocratie, qu'est-ce que c'est? C'est de considérer, quand on est, au fond, en situation de pouvoir, là je pense aux gestionnaires de multinationales, mais aussi à des dirigeants étatiques, des gens de pouvoir, qu'il faut le plus possible, au fond, rendre conformes les agents. Là, je parle dans les termes du régime, là. Il y a des demandeurs d'emploi qui deviennent de la ressource humaine, donc qui sont des agents, qui fonctionnent. On peut même aussi dire qu'ils sont fonctionnaires. Bon, les humains deviennent une ressource. Les humains deviennent une ressource, c'est-à-dire c'est une objectivation du sujet, quoi. Le sujet devient un objet. Et toutes ces appellations-là consistent à rendre les citoyennes, citoyens interchangeables. Et tout ça rentre dans le vaste périmètre exceptionnel du droit du travail. Ce qui est paradoxal dans notre régime, c'est nous avons des droits, des droits à l'association, l'expression, ainsi de suite, des droits fondamentaux, les droits de la personne, ainsi de suite. Mais à l'intérieur de ce droit-là, il y a un autre droit qui fait exception, mais c'est une exception qui est plus importante que la règle, qui est le droit du travail. Et là, au droit du travail, vous devez accepter un lien explicite et formel qui est celui de la subordination. Vous ne pouvez plus parler comme vous le souhaitez. Vous ne pouvez plus penser explicitement et à voix haute ce que vous pensez. Vous ne pouvez même plus psychiquement éprouver les choses comme vous les éprouvez. Si vous ne souriez pas, si vous ne tenez pas un charabia qui vous semble soit incompréhensible, soit malhonnête, si vous ne procédez pas à des opérations qui vous semblent problématiques sur le plan écologique, par exemple, sur le plan de la santé publique, sur le plan de l'honnêteté intellectuelle, vous vous faites licencier parce que vous devenez coupable d'insubordination. Bon. Et libre à vous ensuite d'aller trouver un employeur qui acceptera votre rapport à une liberté qui est censée être garantie par les droits fondamentaux, mais qui ne l'est en fait pratiquement jamais, si ce n'est quand vous êtes dans votre salon le soir à regarder TF1 sans déranger personne. Est-ce que vous diriez, Alain Deneau, que la finalité, le but poursuivi par cette
ingénierie sociale, hein, je pense qu'on peut parler d'ingénierie sociale de la médiocratie, est une domination du pouvoir ou des pouvoirs. On parle on parle souvent d'oligarchie, de pouvoir financier. On peut parler de structures capitalistes, comme on voudra. Est-ce que cet objectif, la finalité de cette ingénierie sociale est purement instrumentale, c'est-à-dire c'est une pure domination qui passe donc par l'aliénation de cette population qu'il faut justement faire rentrer dans le cadre pour pouvoir obtenir des bénéfices, exercer un contrôle, etc. Et est-ce que vous direz que c'est la différence avec finalement les anciens systèmes de pouvoir, vous parliez d'idéologie tout à l'heure, qu'on a connu au XXe siècle et même avant, où il pouvait y avoir un cadre idéologique, même si bon les élites de ces cadres pouvaient ne pas y adhérer forcément, d'ailleurs vous pouvez connaître un désenchantement interne, mais tout de même il y avait quand même un cadre idéologique, il y avait une vision, il y avait une utopie, il y avait un enthousiasme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat, ou est-ce que vous diriez que les classes qui exercent aujourd'hui ce contrôle et cette domination sont tout de même animées par une certaine vision du monde qui pourrait qui pourrait nous autoriser de parler d'idéologie, mais peut-être dans un sens différent? Mais je dirais que l'idéologie, c'est tout à fait accompli dans un ordre comme celui-là, où cherche à s'accomplir tout à fait. Le propre de l'idéologie, je me réfère par exemple aux travaux d'Isabelle Garon, le propre de l'idéologie est de naturaliser un discours de pouvoir, faire en sorte que un discours instrumental, intéressé, soumis à des organisations puissantes, passe pour normal, pour sensé, pour évidente, pour nécessaire. Bon, c'est ça l'idéologie. Moins l'idéologie a à se nommer elle-même, à se présenter, à se thématiser, à s'appeler, à se distinguer, plus elle est apte à fonctionner comme telle, comme une sorte de naturalisation. Si vous vous présentez avec un isme, ben vous vous mettez en concurrence avec d'autres ismes. Bon. Et donc l'idée, c'est de finalement troquer un terme qui a pour suffixe un isme pour un terme qui a pour suffixe un ans. Parce que quand vous êtes dans l'ance, A-N-C-E, vous pouvez substantiver un participe présent comme la gouvernance et faire en sorte que cela ne se rattache à rien historiquement et même pas à une décision, mais qu'on soit dans une sorte de participe présent des choses, c'est quel est le temps le plus faible en français, un participe présent substantivé, la gouvernance, la militance, la survivance, la migrance. On est tout en anse aujourd'hui pour que on soit face à des termes un peu téflons qui ne signifient rien, qui n'ont aucune mémoire, qui n'ont pas de commencement ni fin, qui se présentent comme un état des choses. C'est la politique extatique, c'est la politique sous l'effet des drogues, c'est la politique comme ça qui est en flottement et qui semble fonctionner tel que de droit, comme il le faut, sans qu'on ne s'enquiert davantage des raisons, des délibérations ou des décisions qui sont à l'œuvre à travers elles. Bon, donc on est dans un paysage où c'est en anse, tout est en anse, il n'y a plus de isme, il y a du anse. Bon, les ismes m'agacent parce qu'ils nous enferment, les anses m'agacent parce qu'ils délitent tout. Bon, on est dans de l'anse, et là-dessous, on va gouverner. Là, on va prendre des décisions en fonction de ce qu'on va appeler l'éthique, la résilience, les protocoles, les cibles. Et tout ça va paraître comme évident. Bon, et donc vous serez pris là-dedans comme un des rouages. Et l'objectif du régime, ultimement, c'est de rendre solidaires tous les éléments de la société, hein, de rendre solidaires de ce discours-là tous les éléments de la société, sans pour autant favoriser une grande mobilité sociale. Mais faire en sorte que le droit qui permet à la multinationale de posséder des puits de pétrole soit le même qui vous permet de dire « cette fourchette est à moi ». C'est le même droit. Vous êtes solidaire de ce droit-là parce que c'est ce droit-là qui vous permet de dire cette fourchette est à moi, ce vélo est à moi, cette maison est à moi. Tandis que, en vertu de ce droit-là, une entreprise qui est une personne morale en droit pourra dire ces terres foncières agraires-là sont à moi, cette eau-là est à moi, ces puits de pétrole-là m'appartiennent. Enfin, là, et donc, on rentre dans des logiques qui m'ont amené à parler d'un
d'un totalitarisme pervers. Lorsque je me suis intéressé à l'entreprise Total, je me suis intéressé à elle notamment en raison de son nom, il faut le faire, ça s'appelait Total, à l'époque où Hannah Arendt a écrit sur le totalitarisme. Hein, ça, on parle du deuxième tiers du 20e siècle, hein, où on se dit, nous aussi, on est capable là d'agir sur un plan total, on n'est pas juste une petite Française dans son coin, on est comme les multinationales anglo-américaines des grands cartels pétroliers mondiaux. Alors, on est rentré dans un totalitarisme, me permet d'en parler puisque la firme s'appelle elle-même Total, là, je n'y peux rien. On rentre dans une sorte de totalitarisme, une sorte d'idéologie comme ça, d'un type nouveau, qui n'est plus psychotique comme Hannah Arendt le décrivait en Union soviétique ou dans l'Allemagne nazie, hein, où là, le chef va s'y faire des ordres d'une manière verticale, c'est censé avoir des répercussions immédiates jusqu'en bas, mais dans un régime pervers, où là, au contraire, on donne l'impression qu'il n'y a pas de décapitation possible. Il n'y a plus de tête. Alors, bien sûr qu'il y a des ayants droit, des bénéficiaires qui engrangent des milliards de dollars par trimestre, bon, et qui se payent grassement à la fin des courses. Mais néanmoins, dans son fonctionnement, le système est organisé de telle sorte que tout le monde y ait une certaine part de responsabilité, touche à un infime fragment de flux, un microscopique bénéfice, et donc qu'on le fasse exister de telle sorte que le PDG peut mourir sur une piste de décollage de Moscou en 2014, il y a 10 ans, sans même que la structure ne soit dérangée, tellement elle fonctionne sur un mode autonome, ce qui est effrayant. Et la médiocratie consiste, au fond, voilà son œuvre. Voilà, au fond, sa réalisation la plus exquise. Parce qu'elle est face à un système qui fonctionne, et Michel Foucault, sans être Foucaulâtre ni Foucaulphobe, Michel Foucault est quelqu'un qui peut nous aider à penser ça dans la spécificité du 21e siècle. Alors, ce que vous disiez, Alain Deneau, me rappelait le constat qu'avait déjà dressé Éric Hazan dans un petit opuscule que vous devez peut-être connaître, qui s'appelait LQR, la propagande au quotidien. Donc LQR, c'est la Lingua Quintae Respublicae, c'est-à-dire la langue de la Ve République, qui effectivement manipulait un certain nombre d'éléments de langage, modernité, gouvernance, vous l'avez rappelé, transparence, réforme, crise, croissance ou diversité. Alors je voudrais faire un point avec vous sur le rôle que jouent ce qu'on appelle les savants ou aussi les experts dans ce processus. Vous écrivez que le savant médiocre ne pense jamais par lui-même. Il délègue son pouvoir de penser à des instances qui lui dictent ses stratégies aux fins d'avancement professionnel. Alors quand on lit ce passage, on ne peut pas ne pas penser à Heidegger. Vous parliez d'Hannah Arendt précédemment, à Heidegger qu'on pourrait mobiliser à deux niveaux, parce qu'Heidegger disait que les savants ne pensent pas. Dans qu'appelle-t-on penser, donc la référence peut être intéressante, mais on peut aussi le mobiliser par rapport à la critique de la technique qu'il avait faite, ce fameux raisonnement de la technique qui joue un rôle considérable. On parle de technologie aujourd'hui, vous parliez d'intelligence artificielle qui est peut-être même le symbole aujourd'hui le plus puissant, puisqu'on parle d'artifice artificiel, et vous écrivez aussi que le fait de feindre, c'est-à-dire la feinte, devient une valeur. Voilà. Est-ce que cette référence vous parle dans cette réflexion sur la médiocratie? J'entends tout à fait, oui. Pour ma part, le choc que j'ai eu postérieur à l'écriture de la médiocratie vient d'un essai de Chris Hedges sur l'Empire de l'illusion. Il y a une page lumineuse dans ce livre de Chris Hedges. Hedges, vous savez, c'est un reporter de guerre qui est retourné aux États-Unis et qui a eu l'impression, en voyant les États-Unis d'Amérique à son retour, qu'elles étaient un peu à l'image des pays dévastés qu'il avait observés en temps de guerre, mais que c'était une guerre d'une autre nature. Et il a entrepris comme un essayiste de penser cette situation-là. Et dans une des pages de ce livre, il fait remarquer qu'aucun problème majeur de notre époque n'implique pas des experts formés par des universités. Et que des universitaires,
sont présents dès lors qu'il y a un problème grave, que ce soit le nucléaire, les inégalités sociales, la domination géopolitique, évidemment le réchauffement et les bouleversements climatiques, la perte de biodiversité. C'est vous cherchez comme ça des responsables organisationnels, vous aurez toujours des chercheurs universitaires qui font un peu comme, on va rester dans le thème, quoi, qui font un peu comme voyons, j'ai un trou de mémoire cette fin d'année, j'avoue, un peu de fatigue, là, le personnage qu'Hannah Arendt a étudié dans le domaine du transport, là, le fonctionnaire nazi, Eichmann. Eichmann, voilà, bon, la référence est grave, il y a peut-être des gens le procès de Eichmann, voilà. Bon, on sera jamais, mais il y a une sorte d'Eichmannisation, quoi, dans le sens où c'est la banalité du mal. Restons-en là, oublions Eichmann si on veut, mais il y a quelque chose d'abord de la banalité du mal, c'est-à-dire que effectivement, on est spécialiste en quelque chose. On trouve les fonds pour faire carrière dans cette chose-là. Là où il se trouve, en étant pas très regardant sur ni les causes, les origines, ni les destinations, quoi, et les visées de ces financements-là. Et puis on exécute sa part. Bon, mais dans mon travail, moi, il y a des signes comme ça qui m'ont intéressé. Je les cite souvent, mais ils sont vraiment inquiétants. C'est une déclaration de Guy Breton, qui était alors recteur de l'Université de Montréal. C'est pas loin. Il faut voir que l'Université de Montréal a un conseil d'administration qui est composé de gens qui représentent l'industrie. Donc, l'aviation, la pharmaceutique, ainsi de suite, tout ce que vous pouvez imaginer. Bon. Et ce recteur-là avait dit à un moment donné, dans un contexte où aussi on s'inquiétait beaucoup de l'augmentation des droits d'inscription à l'université et privant des catégories sociales entières d'accès au savoir puis à la vie universitaire, bon, et réservant l'université au fond plus entier. Il avait dit, il avait dit sensiblement la même phrase que Patrick Lelay par rapport à TF1, disant vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. En gros, l'université vend du temps de cerveau disponible aux entreprises, c'est-à-dire qu'elle vend des cerveaux conformes aux intérêts des entreprises, conformes aux intérêts des entreprises au sens où on invite les entreprises à financer l'université comme une entreprise elle-même, une entreprise de formation en recherche et développement, subventionnée par l'État, par contre, pour, au fond, produire une marchandise qui est du diplômé, de l'étudiant. Et c'est paradoxal, parce que pendant ce temps-là, au même moment, on se tourne vers les étudiants potentiels, c'est-à-dire des jeunes de 16, 17, 18 ans, en leur faisant miroiter une formation universitaire, en leur disant, c'est un capital pour vous. On vous vend une marchandise, et la marchandise qu'on vous vend, c'est le diplôme. Parce qu'à vous, on va vous vendre un diplôme qui va vous coûter très cher, vous allez vous endetter, et comment, ça peut être aux États-Unis, au Canada, un endettement qui se compte en plusieurs dizaines de milliers de dollars. Là. Vous avez 25, 26, 27 ans, où vous vous retrouvez comme ça, autonome, en démarrant votre vie avec une dette de 50 000 dollars. C'est pas rare. Ouais. Bon, c'est comme ça que vous commencez. Évidemment que vous n'allez pas vous inscrire en sociologie pour devenir contestataire. C'est là que la médiocratie et l'idéologie jouent son jeu. On va vous donner le trousseau de clés pour que vous réussissiez à absorber votre dette, quoi. Bon, voilà. Donc, pendant qu'on dit aux étudiants que la marchandise, c'est le diplôme, on dit aux entreprises que la marchandise, c'est l'étudiant. Et ce qui est plutôt vrai, en fait, c'est plutôt là que ça se passe. Et au fond, l'étudiant devient la première marchandise de l'histoire qui paye pour être tel. Alors, je pense que Marx n'y aurait même pas pensé. C'est-à-dire qu'on demande à l'étudiant et à l'État qui le soutient indirectement de payer pour être la marchandise qui sera ensuite vendue à profit à des entreprises à qui on demande des sous pour financer des projets de recherche. Tellement que l'École polytechnique de Montréal, là, je me suis fié sur des cas que je connaissais parce que j'étais en position de les observer, embauché un monsieur qui s'appelle, je pense, Daniel Tanguy, à l'époque, embauché ce monsieur qui provenait de l'escarcelle de Total, d'une filiale de Total qui s'appelle Total Professeur Associé, et qui fournit de l'expertise aux institutions de recherche de type supérieur. Donc, a embauché comme directeur ce monsieur pour diriger l'école polytechnique, m'a-t-on dit, avec pour volonté de confier de plus en plus l'enseignement directement à des gens de l'entreprise.
on ne sent pas assez par l'intermédiaire de professeurs qui seraient syndiqués, qui auraient une certaine autonomie, ainsi de suite. Là, vous voyez un peu comment le système fonctionne dans sa normalisation. Voilà. En fait, la question que vous posez, c'est une question éminemment politique. Hein, c'est la question de l'indépendance des universités, du modèle de financement. Hein, vous parliez du conseil d'administration. C'est une question éminemment politique qui relève de la souveraineté, même nationale, pour un pays, de garantir un fleuron d'excellence. Alors, je reprends ce terme, mais ce terme, on a le droit d'utiliser aussi. Ça est quand même un terme. Et d'ailleurs, c'est peut-être un détournement de fonds. Hein, je pourrais utiliser l'expression détournement de fonds qu'on n'utilise pas seulement dans les braquages, mais là c'est plutôt un détournement de fonds sémantique de cette expression d'excellence, qui est un terme. Permettez-moi, je vous interromps une seconde. C'est un détournement de fonds institutionnel dans la mesure où on transforme l'université en service de recherche et développement au service des entreprises. Donc le public, les contribuables financent des universités qui sont dévoyées parce que désormais, de plus en plus, elles alimentent simplement les entreprises en chercheurs qui se trouvent au fond à assurer leur mission en recherche et développement de manière tout à fait intéressée et fléchée et ciblée, tellement que parfois les entreprises vont financer un doctorat en exigeant l'exclusivité sur les résultats de recherche, tellement que les séances de soutenance doivent se passer à huis clos. Bon, vous voyez le type de braquage. Évidemment, Luis Buñuel, le réalisateur espagnol critique de la bourgeoisie, avait parlé du charme discret de la bourgeoisie. Tout ça se fait de manière exquise, évidemment. Ce sont les gens pauvres et vulgaires qui font des braquages comme on les voit au cinéma. Et vous écrivez justement concernant ce rôle des experts, vous parlez de professionnalisation qui se présente socialement à la manière d'un contrat tacite. Donc vous faites vous appuyez sur Edward Said notamment dans cette analyse. Donc vous parlez d'un contrat tacite entre d'une part les différents producteurs de savoir et de discours et d'autre part les détenteurs de capitaux. Voilà, donc la finalité de ce contrat correspond encore une fois à ces objectifs de contrôle social, de formatage, de l'idéologie capitaliste, parce qu'en réalité, je pense que l'acteur principal, je pense que le sujet principal de votre livre, in fine, ça revient, c'est le capitalisme finalement, c'est l'emprise par les totalitarismes marchands. Est-ce qu'on peut dire ça? Si on revient sur un dernier mot sur l'université a toujours eu besoin d'une tutelle, parce que d'un point de vue budgétaire, elle ne peut pas être autonome, à moins de céder complètement à des logiques commerciales. Et on peut dire rapidement, je vais en faire une histoire extrêmement grossière, vous m'en excuserez, mais qu'elle a eu 3 grandes tutelles, l'Église, l'État et l'entreprise. En Occident, l'Église, n'y revenons pas, c'est une instance qui était proprement théologique, avec des services afférents. Ensuite, on a eu, c'est Bill Reading qui en parle bien, puis peut-être aussi Noam Chomsky à ses heures, de ce moment du 19e siècle avec Humboldt en Allemagne, où on a pu espérer, au 18e, 19e, là, on a eu comme ça une période comme ça où on a pu espérer que l'État, au fond, mette sous tutelle l'université pour la préserver, en partie, n'idéalisons pas, mais en partie garantir une sorte de fonctionnement autonome. Et dans un contexte où peut-être que la notion de tour d'ivoire peut être une bonne chose, au sens où il s'agirait là non pas de voir des gens comme ça ayant une sinécure, se permettant toutes les élucubrations débridées qu'on puisse imaginer, mais ayant une liberté de recherche, une liberté d'erreur aussi, une errance qui est requise dans le travail de recherche. Forcément, si on cherche, on ne sait pas exactement comment s'y prendre. On est, comme dit Gilles Deleuze, être à la fine pointe de la compétence et en même temps être à la fine pointe de l'incompétence. C'est être là où on ne sait plus si on est à la pointe. Bon, donc c'est garantir un espace où cela devient possible. Ça a été finalement
bon, le discours, à défaut de la réalité, qui a pu prévaloir jusqu'à la démocratisation là, dans les années 60, quoi. Mais la révolution conservatrice a amené l'État, Margaret Thatcher, Reagan, Mulroney et d'autres, et sous leur influence des instances internationales aussi, à intégrer l'université complètement au monde marchand, et à la rendre utile. Bon, la rendre utile, c'est-à-dire la rendre servile. Et il suffisait ensuite de la sous-financer et de rendre son financement dépendant de projets, de contrats, de financement privé, pour qu'elle se conforme à ceux qui la nourrissent. Et ce qui m'a surpris, moi, c'est de voir à quel point les universitaires ont peu résisté. Et c'est ça qui est accablant. Comment ils ont accepté les nouvelles règles du jeu, comment ils se sont même délectés dans cette concurrence-là où la personne qui tout d'un coup décrochait une grosse subvention pouvait avoir un bureau plus gros que celui du voisin sur le même étage, se payer des publications, dans ce sens que les publications s'achètent maintenant, et prospérer sous une forme strictement concurrentielle. Je me souviens d'avoir vu, j'étais consterné au début des années 2000, des professeurs nord-américains se présenter lorsqu'ils venaient en Europe, j'ai fait mes études en Europe, serrer des louches comme ça, en ne parlant pas tant de leur domaine de recherche que des fonds dont ils disposaient. Et voilà, je m'appelle un tel, je dispose d'un fonds de 400 000 $ que je gère avec deux autres collègues. Bon, et c'était ça la carte de visite. Donc j'ai du cash, venez me voir si vous avez des projets, puis on va fomenter quelque chose ensemble. Mais évidemment que lorsqu'on rentre dans ces logiques-là, on devient médiocre. Évidemment. Et comment voulez-vous garder votre liberté quand l'idée est de vendre des résultats de recherche à des clients? Et on sait que le client a toujours raison chez nous. Bon, donc là, du coup, vous avez des chercheurs qui vont s'auto-censurer, mais allègrement, en étant même presque fiers de leur coup, en disant, ben là, j'ai fait un baratin pour satisfaire un tel, enfin, telle instance. Évidemment, j'ai pas écrit ça, qui est mon amour de jeunesse, et j'ai pas parlé de ce que je chéris le plus dans mon fort intérieur, mais j'ai mis en avant de la camelote intellectuelle qui va séduire ces pauvres esprits qui ont beaucoup d'argent, de façon à décrocher des fonds pour pouvoir arriver à mes fins, et très souvent avec la promesse factice de dire, mais vous verrez lorsque j'aurai les fonds de quel bois je me chauffe, hein, vous verrez de quoi je suis capable, et ce moment-là, on le voit jamais. Pourquoi? Parce que les mots sont plus forts que nous. Lorsque vous pactisez avec le langage idéologique, c'est lui qui vous domine. Vous pouvez pas vous en sortir après. Surtout que c'est fait en commun et que des droits de regard et des suites à donner, et ainsi de suite avec ces mêmes éléments de langage. Donc là, vous vous retrouvez à parler de gouvernance plutôt que de politique, à parler de partenariat plutôt que de lutte, ainsi de suite. Vous êtes enfermé comme ça dans un discours managérial qui vous amène à être le fonctionnaire de l'idéologie des puissants. Est-ce que cette manipulation, justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire, est-ce que derrière cette question de la manipulation du langage qu'on a évoqué, il y a quand même un enjeu majeur qui est celui du sens, la question du sens, c'est-à-dire de la perte du sens réel, de la disparition de l'esprit critique aussi, et finalement de ce qu'on pourrait appeler le dessaisissement de la question de la vérité dans le discours public, vérité qui aujourd'hui est noyée dans une espèce d'avalanche de banalité, de fake news, on parle beaucoup de fake news, de contre-feu terminologique. Est-ce que cette séquence que nous sommes en train de vivre n'est pas en réalité la conséquence la plus logique, je dirais, d'un effondrement intellectuel, à certains égards éthiques, on pourrait même dire métaphysique, qui vient d'un peu plus loin, enfin qui n'est pas récente en tous les cas, et qui a suivi le développement en Europe du positivisme, du rationalisme instrumental, qui a donc mené au capitalisme, hein, on en a beaucoup parlé, mais qui a aussi conduit l'Europe au nihilisme. Donc on parle d'absurdité, de nihilisme, de perte de repères, perte de relation à Dieu, perte du sens avec la déconstruction déridienne, donc perte de l'unité. On parlait de Heidegger tout à l'heure et de la question de l'aide. Donc finalement c'est toutes ces grandes thématiques qui ont été posées dans la pensée du XXe siècle. Et finalement, est-ce que ce constat-là ne devrait pas nous autoriser à dire que la médiocratie finalement serait l'enfant
le plus tardif du nihilisme et de la postmodernité occidentale. Est-ce que vous partagez ce regard? Je n'utiliserai pas ces termes tout simplement parce que j'ai pas l'habitude de le faire, mais je les récuse pas non plus. Le terme séquence me paraît un peu faible. Là, on est plus dans un état de fait. Là, on est loin d'être dans un épisode ou on est dans quelque chose qui s'est installé et qui vient de loin. Vous citiez Heidegger plutôt bien avant lui, un peu avant lui, le philosophe Georg Simmel, qui a écrit ce petit essai lumineux, comme souvent chez lui, plein d'intuitions et de fulgurances, qui est la tragédie de la culture. Et dans la tragédie de la culture, qu'est-ce que dit Simmel? Il parle déjà des subventions de recherche, mais il les voit comme une menace embryonnaire. Il est capable d'en voir tout de suite la portée historique, comme souvent. Il dit, ben voilà, le problème, c'est que jadis, l'esprit, évidemment, comme l'esprit ne peut pas se voir lui-même, c'est comme l'œil. L'œil voit, mais ne se voit pas voir, tandis qu'il voit, il ne fait que voir. Bon, l'esprit, c'est un petit peu la même chose. L'esprit ne se voit pas lui-même, si ce n'est que par des truchements extérieurs. Il produit des formes à partir desquelles il arrive à se saisir lui-même et à se comprendre, mais dans une médiation différée qui fait qu'il se voit toujours comme un autre. C'est-à-dire qu'il voit toujours une médiation, une forme extérieure à lui qui au fond, le médiatise, le traduit. Bon, il disait, à force de procéder ainsi, c'est-à-dire de créer une forme extérieure à soi par laquelle on peut arriver à penser, sa volonté, sa pensée, ainsi de suite, et sa réalité, on finit par remplir la cour. La cour est pleine de formes, et ils font pour faire l'exercice de dire quelque chose, d'ajouter quelque chose au monde, de jouer sa partition, de faire sa petite musique, il faut tellement gober d'informations. Avec aujourd'hui l'Internet, c'est juste accablant. Avant de dire quelque chose sur quoi que ce soit, vous avez une masse d'informations qui vous tombent dessus. Vous savez même plus comment vous en déprendre. Et donc, il appelait ça la tragédie de la culture. Puis, il finissait par citer, au fond, comme évolution perverse de ce phénomène-là, les demandes de subventions, à savoir qu'à force de chercher comme ça, au fond, un petit détail de plus, un truc de plus, on finit par être dans l'insignifiance. Ce qui se perdra, c'est le sens. Il y a beaucoup de choses que vous avez dites dans votre question et j'aurais vraiment besoin de temps et de méditation pour y revenir. Je pense qu'il y a sur le nihilisme, oui, par exemple. Derrida, il y a Derrida, il y a ce qu'il est puisqu'on en a fait, et c'est un peu la même chose de d'autres penseurs comme Bourdieu ou Foucault ou de Freud ou Marx, ou même certains libéraux. Bon, ainsi de suite. Donc, il y a toujours, cette espèce d'absurdité. Le nihilisme, que vous appelez nihilisme, je le reconnais effectivement comme, non pas comme un parti pris qu'on défend au sens où on ne croit plus en rien, puis on prend ce parti-là et c'est peut-être ce qui fait que je n'utilise pas le terme sans encore une fois le récuser. Ce que j'entends par nihilisme, c'est presque un parti pris, c'est presque une sorte de volonté de réduire à néant tout. Bon, j'ai l'impression que c'est moins une volonté qu'une conséquence fatale de politiques à courte vue et d'attitudes à courte vue. Et qu'est-ce qui se produit lorsqu'on ne pense plus qu'en fonction d'intérêts mesquins, d'intérêts d'une heure, de programmatique toujours à brève échéance, c'est qu'effectivement, on met à mal le sens et on génère quoi? De l'angoisse. Et je dirais, en tous les cas, que ce que l'on voit se déployer là, c'est une production d'angoisse et une cause d'angoisse. Une production d'angoisse comme cause d'angoisse. C'est-à-dire une production d'éléments futiles, de termes inadéquats, qui ne sont jamais à la hauteur des enjeux. Alors, regardez là, le pathétique spectacle de quête d'un premier ministre en France ces semaines-ci. Vous voyez bien l'incapacité qu'ont les représentants étatiques, mais c'est la même chose pour les PDG et la même chose pour les responsables d'organes culturels et pour les recteurs d'université et qui encore, d'avoir un discours qui est à la mesure des enjeux, qui est capable de se situer là où se posent les problèmes, plutôt que d'être en deçà dans des fous fuyants, dans de la communication, dans du marketing, et oui, dans une forme de néant du point de vue de la pensée. Et c'est déjà
Pasolini qui l'écrivait par rapport à la mort des Lucioles, et la mort des Lucioles coïncide avec la mort des idées, quoi. C'est-à-dire que l'écologie disparaît en même temps que les idées disparaissent, et c'est pas une coïncidence. Bon, effectivement, on rentre dans cette espèce de jeu où les mots ne veulent rien dire. Moi, j'ai des collègues à l'université, lorsque je parle, qui me disent « Ah, mais ce ne sont que des mots. » À l'université, on en vient à dire « Ce ne sont que des mots. » Words, 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 de Hamlet. Et donc, si à l'université, les mots n'ont pas une consistance, une substance pour structurer un agir, où est-ce qu'on les trouvera? Bon, et donc, effectivement, je vous suis dans... Je fais simplement m'approprier un petit peu dans mon vocabulaire ce que vous dites, quoi. Mais cela dit, je pense que cette angoisse-là, elle est moins le fait d'une nouvelle idéologie, mettons, qui serait assumée comme nihiliste, à savoir qu'on a le courage, ce que n'ont personne parmi les médiocres, courage de dire, il n'y a plus rien qui vaille, soyons nietzschéens, jetons-nous dans le vide, essayons-nous à tout ce que la force nous permet de faire sans embâche. C'est pas ça du tout, on n'a jamais ce courage-là, mais pas l'ombre du début de quelque chose qui ressemblerait vaguement à ce courage-là. Non, ce qu'on a plutôt, c'est une sorte de fuite, de refoulement, d'intoxication, je parle de décomposition, de drogue, de façon comme ça de s'anesthésier pour éviter d'éprouver l'angoisse que provoque cette médiocrité-là. C'était l'incapacité à se donner des dessins, des objets, des concepts qui sont à la mesure de l'histoire. Et comme on est plutôt médiocre, et là c'est là où on revient aux deux significations de médiocre, c'est la moyenne comme étant insuffisante pour s'attaquer aux enjeux du temps, on se retrouve en fait au fond, à ne plus développer que des façons de tromper l'angoisse, de déjouer l'angoisse. Et c'est là où des psychanalystes comme Charles Melman ou Jean-Pierre Lebrun vont parler d'une époque perverse où tout ce que l'on fait, au fond, c'est multiplier des façons de rester en équilibre à force de stimuli. Et on l'a par les médias sociaux avec la dopamine que génère le fait d'aller voir aux 15 secondes quelque chose qui nous fait, au fond, nous sort de la mort, de la pulsion de mort, pour nous donner un nouveau souffle qui devra être renouvelé à nouveau 15 secondes. Alors Alain Deneau, avant de vous poser une question sur les solutions de résistance et remettre un peu d'espoir dans cet entretien, vous avez parlé tout à l'heure d'extrême centre, qui est une notion importante, et derrière elle, qui nous permet de poser les relations entre la moyenne, donc auquel le terme de médiocratie renvoie, et la question des extrémités, puisqu'il n'y a pas de moyenne ou de centre sans extrême. Alors justement, comment peut-on encore parler de médianité, de moyenne et de standard de médiocrité à partir du moment où on ne peut parler donc de juste milieu ou de centre qu'à partir des extrémités, et que ces extrémités d'une part disparaissent par la standardisation à outrance du monde, que vous avez très bien décrite, et d'autre part par le fait que le système marchand et le capitalisme, ou en tous les cas l'ingénierie sociale dont on parlait, représente aussi l'extrémisme. Vous l'écrivez quelque part, vous dites que l'extrémisme se dissimule sous les parures de la modération. Voilà. Oui. Voilà, on a un extrémisme dissimulé sous le phare de la moyenne, du compromis. Alors comment on peut comprendre cet apparent paradoxe entre d'un côté une organisation sociale qui va structuraliser la médiocrité, c'est-à-dire le rapport à la moyenne, et d'autre part un extrémisme qui se cacherait derrière cette organisation sociale. L'appellation centre en politique est plaquée, et il dépend de toute une infrastructure médiatique et de toute une série de relais dans la société, des faiseurs d'opinion de tout genre, pour que à un certain stade, des étiquettes opèrent de manière assez massive pour avoir un ascendant sur les esprits. Vous avez un programme. Ce programme est radical. Il est extrémiste. Il consiste à militer pour une poignée de choses, toujours plus de bénéfices pour les multinationales, toujours plus de dividendes pour les actionnaires, réduction de l'écologie politique à du marketing de divertissement, réduction le plus possible de la mission sociale de l'État, précarisation du travail,
et quelques autres enjeux aussi. Alors, ça, c'est votre programme. Il est destructeur sur le plan écologique. Il est inique sur le plan social. Il est impérialiste sur le plan culturel, parce que vous l'imposez ensuite à tous les régimes du monde, quoi. Bon, ce programme-là, il vous faut l'emballer. Bon, qu'est-ce que vous faites? Ben, et quand vous avez des alliés dans le domaine des médias, au sein de l'appareil d'État, dans les universités, chez les bailleurs de fonds qui financent les universités, ils les font chanter, ainsi de suite, hein, des soutiens à la grande entreprise, hein, dans le patronat, ainsi de suite. Vous arrivez, par un effet médiatique, hein, à présenter artificiellement, arbitrairement, ce régime capitaliste-là comme étant normal. Hein, ça vous rappelle peut-être quelque chose, hein, un président normal, bon, centriste, pondéré, nécessaire, responsable, raisonnable, rationnel. Tous ces termes-là, vous les réservez à ce programme-là. Bon. Et dès que vous vous éloignez de ce programme-là, vous avez droit à des épithètes péjoratives. Vous devenez irresponsable, hasardeux, aventurier, paranoïaque, irrationnel, dément, fou, bon, et le reste. Et ça marche. Ça nous colle à la peau. Bon, à l'extrême droite, il y a Donald Trump qui doit sa carrière politique à cette grossière manœuvre. Bon, mais Emmanuel Macron aussi, mais de manière plus feutrée, plus centriste, justement. Et donc, l'idée, à la fin, n'est pas de positionner le courant en question sur l'axe gauche-droite, et lui donner un isme, et lui donner en quelque sorte un argumentaire pour persuader. L'idée est de supprimer l'axe gauche-droite et de le hisser au rang de la seule politique sensée possible. Voilà. Et donc, vous entrez dans le Homs, ensuite la gouvernance, voilà, et tout le reste. C'est-à-dire que vous êtes dans un État. Et tout ce qui s'en éloigne. Bon. Et le drame, si vous voulez, de l'extrême centre, de ce programme extrémiste, qui est extrémiste aussi parce qu'il est intolérant à tout ce qui n'est pas lui, hein, vous le voyez par les temps qui courent, hein, c'est d'avoir trop réussi. Tant qu'il consistait en une sorte d'alternance factice entre une aile dite de gauche et une aile dite de droite, dans une sorte de carrousel où on se passait le témoin, hein, mais d'une manière exclusive, en feignant des oppositions, vous pouviez toujours espérer que dans cette espèce de dialectique de façade, il y a une pérennité. Mais du moment que le pouvoir s'est constitué d'une manière exclusive et excluante, en générant beaucoup d'angoisse, parce qu'il n'est pas à la hauteur des problèmes, que les problèmes continuent de croître, que les villes continuent d'être délaissées, que les communautés continuent d'être en déréliction politique, que le chômage, la crise écologique, les canicules, les incendies de forêt, la perte de biodiversité affecte et inquiète les gens, même s'ils n'en parlent pas suffisamment. Justement, c'est le problème. Et là, on finit par chercher des objets de substitution. On me parlait de la médiocratie. C'est un livre qui a 10 ans. Maintenant, j'ai écrit un autre livre qui s'intitule Faire que, hein, et qui essaie de penser, au fond, la suite, hein, des choses. Et dans ce travail, moi, ce qui m'intéresse... Mais qui reste d'actualité, hein. Il a 10 ans, mais il vieillit beaucoup trop bien, je dirais. Je m'en désole, mais je vous entends. L'extrême droite devient, au fond, le pendant d'une nouvelle dialectique. Bon, et la gauche, là-dedans, essaie d'exister, de se rappeler ce qu'elle était dans une sorte d'effort de mémoire qui est toujours un peu de l'ordre du soubresaut. Mais quel est l'avantage comparatif de l'extrême droite par rapport à l'extrême centre et à la gauche, hein? Parce que les extrêmes, ils sont là. Quand on dit les extrêmes, c'est l'extrême centre et l'extrême droite. C'est deux régimes de violence, en fait, et d'exclusivité. Bon, qu'est-ce qui est en cause du point de vue de l'extrême droite? C'est la paresse intellectuelle. Et c'est ça le ben. C'est que vous dites à des gens, rassurez-vous, tout va bien. Ou plutôt, tout irait bien. Tout irait bien si nous pouvions faire subir quelques ablations, hein, à des éléments parasitaires du régime qui le contaminent et l'empêchent d'aller bien. Mais débarrassez-vous de quelques boucs émissaires, on va vous les donner comme à la vindicte populaire, là. Débarrassez-vous de quelques boucs émissaires qui vont des étrangers aux homosexuels en passant par les intellectuels, puis des gens comme ça un peu trop longtemps aux affaires, là. Faisons des ablations et tout ira bien, le corps sera sain
et on pourra faire un dans le format de la pulsion de mort. On pourra être une seule cellule, former une unité où nous sommes conformes à notre essence et il ne se passe plus rien du coup. Nous sommes purement nous-mêmes dans une absence de temps et d'altérité et de changement. Bon, ça c'est le fantasme et ça opère. Parce que vous avez un monde qui est complètement désordre. Et la publicité a toujours fonctionné comme ça. Prenez un journal, on vous explique que le monde va mal, que c'est la guerre partout, que ça éclate, que ça explose, que c'est perverti, que c'est bon. Et vous avez la publicité qui vient vous rassurer. C'est une dialectique qui fonctionne très bien. Achetez-vous un bain tourbillon, allez en vacances aux Bahamas, buvez tel alcool, et tout ira bien, quoi. Vous avez ce contraste-là qui est fait sur un plan politique. Alors, nous arrivons à la fin de cet entretien et donc je voulais qu'on aborde la question des solutions d'espoir, de résistance. Avant ça, je lirai cette dernière citation. Vous écrivez la médiocratie donc nous incite de toutes parts à sommeiller dans la pensée, à considérer comme inévitable ce qui se révèle inacceptable et comme nécessaire ce qui est révoltant. Fin de citation. De tout temps, une catégorie de la population qu'on retrouve souvent chez les artistes, chez les penseurs, chez les écrivains, chez les savants, peut-être les savants authentiques, se sont justement opposés à ce type de dérive. Est-ce que cette catégorie de la population, les artistes, les penseurs, les écrivains, les savants, peuvent survivre malgré tout dans ce système qui représente une véritable violence symbolique pour eux? Oui, Edward Said, que vous citiez tout à l'heure, distingue les intellectuels des experts, c'est la façon qu'il a de le nommer, puis on peut associer aussi à ces intellectuels-là d'autres catégories sociales, créatives, les artistes, les grands politiques. Dans le système, non, ils peuvent pas tenir, mais hors du système, oui. Ou en tout cas en ayant un pied dedans, un pied dehors, mais l'important, effectivement, c'est de ne pas être dans le système, et de considérer que hors du système, ce n'est pas un point de salut. Ça veut dire quoi, hors du système? Ça veut dire quoi exactement? Je ne suis pas dans ce qui me semble clair, c'est que nous sommes dans des sociétés qui, je vais le dire de manière résumée, parce qu'on faudrait complexifier tout ça, mais pour le dire de manière très simple, des sociétés qui ont été amenées à accepter qu'on allait foncer dans le mur. Les signaux ont été lancés, les avertissements ont été donnés, les catastrophes ont été prédites, les diagnostics ont été faits, et nous nous entêtons à extraire, produire, distribuer, consommer, capitaliser. Et ensuite à nous engourdir dans l'alcool, dans la fête, dans le délire, dans le déni, pour oublier, au fond, la poudrière sur laquelle nous sommes assis collectivement. Bon. Je crois que ce système-là va évidemment défaillir, parce qu'on ne peut pas faire comme s'il y avait 3,5 planètes alors qu'il n'y en a qu'une. On ne peut pas éroder les sols et penser nourrir les gens. On ne peut pas déstabiliser le monde et penser l'habiter. On ne peut pas transformer le monde en une poubelle et penser pouvoir s'y plaire. Donc, forcément, il y aura des bris. Mais c'est déjà commencé. C'est commencé à Valence. En Europe, c'est commencé ça a été le cas de Bruxelles qui a connu des inondations et de combien de communautés qui tout d'un coup se découvrent laissées à elles-mêmes lorsqu'il y a des bris, lorsqu'il y a des ruptures graves dans l'histoire. Bon, et à la faveur de ces bris, de cette dislocation du régime, de son incapacité à satisfaire les populations et même à les sauver quand la situation devient catastrophique, mais il y aura un moment existentiel qui surviendra au sein de communautés régionales, pour le dire ainsi, c'est-à-dire qu'on se découvrira en situation de déréliction. On ne fera aucun effort pour être hors système. C'est le système qui va nous expulser lorsqu'il ne sera plus capable lorsqu'il deviendra trop coûteux pour lui de nous intégrer. Ce qui est le cas de majeure partie de la population. Ce qu'on appelle le Sud, enfin, c'est essentiellement des gens qui n'ont jamais bénéficié, même relativement, du capitalisme, qui n'ont même pas pu consommer un jour quelque chose qui avait été fait ailleurs par quelqu'un d'autre, qui n'ont fait que résister, être expropriés, faire la guerre, respirer un air rempli de particules toxiques, de quoi encore. Bon, donc,
lorsque, comme les gens de Valence, comme les gens de Clova chez nous, on découvrira que l'État nous concède aux éléments parce qu'il est trop coûteux de s'occuper de nous, on n'est pas assez pertinent, on n'a pas assez un grand pouvoir d'achat. Ben là, on va comprendre que l'heure est venue de réapprendre à habiter un territoire en considérant qu'on dépend de lui, qu'on ne dépend pas des raisins de la Californie ou de je ne sais quelle denrée alimentaire ou bien de production générée à des milliers de kilomètres de chez soi, hein, qu'on dépend de son territoire et qu'on dépend de la capacité à s'organiser sur un mode solidaire. Hein. C'est les thèses de Spinoza dans son traité politique. On sort grandi d'un rapport bon, on sort amoindri d'un rapport hostile, mutuellement. Bon, c'est pas une utopie, une observation presque axiologique. Axiologique. Ah. Donc l'heure est venue pour les artistes, les écrivains, les écrivaines, les intellectuels et les citoyens avertis de penser des modes d'organisation régionaux autonomes. Déjà, là, en fonction du fait que, tôt ou tard, si c'est pas déjà le cas, les communautés seront plus ou moins laissées à elles-mêmes face à des éléments déchaînés. Et dans un sale quart d'heure universel là, qui nous forcera à se réorganiser et à créer des entités régionales qui vont pas nécessairement suppléer de manière hegelienne aux anciennes formes, mais qui vont au moins cohabiter avec elles, parce qu'on sera laissé à nous-mêmes par rapport à elles. Puis tout au plus serons-nous seulement envahis par elles lorsque viendra le temps de convoiter les richesses qui se trouvent sur notre sol qu'on aura appris à chérir parce qu'on découvrira qu'on dépend de lui. C'est là que j'attends un essor pour faire en sorte que il y ait encore des îlots de vie dans un monde qui est soumis à des perverses pulsions de mort. Donc c'est de l'effondrement interne de la médiocratie que les conditions de possibilité d'une renaissance pourront advenir. Un effritement radical en tous les cas. Merci beaucoup Alain Deneau pour ce décryptage extrêmement intéressant. Donc je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, hein, La médiocratie, publié il y a plusieurs années aux éditions Luxe, mais qui est un sujet voilà, absolument d'actualité. Je remercie tous nos auditeurs pour leur fidélité. Hein. Donc je vous invite à vous abonner, hein, si ce n'est pas le cas, à notre chaîne, à soutenir notre travail d'analyse, de décryptage. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain entretien sur Mizane TV. Merci. Merci beaucoup.